Bonsoir, bienvenue pour le débrief du match contre Arsenal. Un nouveau coup d'arrêt, puisqu'après le nul contre Palace, qui vous a visiblement pas du tout intéressé, puisque les vues sont dégueulasses sur la vidéo. On s'en doutait, Greeny disait que c'était un débrief de merde, donc voilà. Mais on a décidé de faire des choix. Donc on a viré Greedy, puisque bah, je pense que c'était lui le problème sur la vidéo. Et Nelson nous a rejoint, c'est pas vrai, hein. Greeny pouvait pas être là et Nelson a accepté de prendre la place pour aujourd'hui et donc c'est avec un grand plaisir. Le son de Nelson est sûrement pas incroyable étant donné que il est pas, enfin voilà, il est là occasionnellement, donc son son est sûrement pas incroyable. Vous nous excuserez, on fait ce qu'on peut. Bonsoir Nelson, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Effectivement, je suis là en sauvage. Moi, je suis en sauvage, en destructeur, comme McTominay à la place de Casemiro. Voilà. Voilà. On voit c'est le ton est donné. Euh, donc, vous l'avez bien compris, si cette vidéo fait beaucoup de vues, bah, vous verrez plus Greeny, puisque ça voudra dire que c'est lui le problème. C'est le mec qui s'énerve après une mauvaise vidéo, tu sais. Comment ça? Enfin voilà. Bon, du coup, après ce nul honteux de Manchester United sur la pelouse de Crystal Palace, euh, Manchester United a encore perdu des points et s'est cette fois-ci incliné 3-2 sur la pelouse de l'Emirates Stadium. Un but à la 90e minute de Nketiah. Comme contre Palace, la fin du match, donc là, la 90e, nous coûte des points. Et comme contre Palace, le coaching nous donne matière à discuter. Donc, Nelson, qu'est-ce que tu as pensé du coaching de Ten Hag? Est-ce que tu trouves que comme contre Palace, il y a à dire, est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas grand-chose à dire? Dis-moi. Je suis partagé. Moi, à titre perso, je suis quelqu'un qui. Enfin, j'apprécie énormément le travail de Kanak. Je dis pas que c'est pas critiquable. Il y a des choses qui sont critiquables, mais euh, par exemple, là, si on reprend donc, du coup le coaching sur les deux derniers matchs, euh, il y a des choses que je dissocie. Moi, il y a des choses que je dissocie, autant je trouve, par exemple, contre Palace, la titularisation de Casemiro, elle est pertinente. Moi, j'ai aucun problème avec ça, malgré le risque que représentait cette titularisation, puisque on sait très bien qu'en cas de jaune, bah, ce qui est arrivé, il ne pouvait pas jouer aujourd'hui. Mais j'avais pas trop de problème avec ça. À côté de ça, il y a des changements. Bah, l'entrée de McTominay à la place de Weghorst, il me semble, mercredi, qui m'interroge un peu parce que je me dis on se retrouve totalement dans un flou artistique où on ne sait pas vraiment dans quelle direction on va. McTominay pour être 9, 9,5, 10, 8, 6, défenseur central, on ne sait pas trop. Et j'ai trouvé on a retrouvé euh, la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que d'un côté il y a l'entrée de Fred qui est extrêmement pertinente et qui est logique au vu de la physionomie du match parce que le danger principal d'Arsenal était Bukayo Saka, qui de base était marqué seulement par Luke Shaw, puis Eriksen s'est joint à lui. On avait plusieurs, notamment au deuxième mi-temps, de prise à deux sur Saka, et on voit que Fred rentre dans ce but-là, parce qu'en fait, Shaw plus Eriksen, ça le fait pas vraiment, et du coup, il a amené Fred en support de Shaw dans le but de contrecarrer Bukayo Saka, en fait. Parce que malgré le fait que deux des trois buts viennent du côté gauche, les deux buts de Nketiah en l'occurrence, euh, le, le côté le plus dangereux c'est Saka. Le joueur le plus dangereux de la ligne d'attaque c'est Bukayo Saka et de loin. Euh, donc l'entrée de Fred est logique là-dessus. Par contre, j'ai été assez surpris de voir l'entrée tardive de Garnacho, puisqu'il rentre à la 90e minute. Je crois qu'il rentre après le troisième but, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais, il me semble. Ouais. Donc il rentre après le troisième but. Donc je
je m'interroge toujours sur la pertinence d'un changement à la 90e minute. 92e Garnacho. Voilà, donc je m'interroge toujours sur la pertinence d'un changement à ce moment-là du match, si ce n'est pour jouer un peu la montre ou faire rentrer quelqu'un pour mettre une nuit de balayette sur la fin. Sinon, là, faire rentrer un joueur comme Garnacho à ce moment-là du match, je vois pas l'intérêt. Il est, surtout qu'il ne s'agit pas de Kobe Mainoo, par exemple, ou d'un très jeune joueur, même si effectivement Garnacho est jeune, hein, mais je veux dire, il a déjà acquis des minutes et il a gagné le droit d'avoir davantage de poids, d'avoir la possibilité en tout cas de peser davantage dans ce genre de match, puisqu'il l'a prouvé pas plus tard qu'une semaine, euh, qu'avec sans lui donner 45 ou sans lui donner la titularisation, mais en lui donnant ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, il est capable d'apporter quelque chose. Euh, Surtout qu'il en avait bien besoin, puisque alors Anthony était déjà sorti, mais Anthony c'était à part 2-3 fulgurances, c'est très vite éteint. Marcus Rashford passait son but, c'était un peu la même chose, même si Tomiyasu qui a risqué les croisés à 2 reprises. Weghorst, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ce cas, mais Weghorst, c'est pareil, tout n'est pas de sa faute, mais en 2 matchs, on a vu surtout beaucoup de déviations, beaucoup de jeux de haut but et très loin du but, mais dans les 20-25 derniers mètres, il ne s'est pas procuré de situation. On ne lui en a pas apporté non plus, mais ça a peut-être été l'occasion d'apporter autre chose et de tenter quelque chose à 2-2, bien avant le troisième but, bien avant le temps additionnel, à 2-2 pour se laisser quand même une fenêtre pour aller, pour aller titiller Arsenal et pourquoi pas réaliser un hold-up, parce que globalement, le succès d'Arsenal est mérité. Euh, moi, moi, vraiment, j'ai des reproches à lui faire. Alors, il a fait des choix. Il y a des choix qui ont été subis, genre Wan-Bissaka, bah, t'as pas le choix. Dalot est blessé. Weghorst, t'as pas le choix non plus, étant donné que, enfin, à moins de mettre Rashford en pointe. Mais je déteste au plus haut point bouger un joueur qui est en feu, lui dire ah bah t'es en feu à gauche, c'est très bien, va te mettre en pointe maintenant. Pour moi, c'est plus aux autres un peu d'essayer de trouver une solution comme ils peuvent. Parce que bah, tu as une valeur sûre quelque part, donc autant la garder. Parce que tu prends le risque que ton joueur qui marche sur l'eau bah, devienne nul. Donc, autant Weghorst, c'est un choix qui est subi. Autant le fait de ne pas avoir Casemiro, bah, c'est un choix qui est subi. J'étais assez critique avec Ten Hag sur le match contre Palace. Et dans le panier, j'ai mis la titularisation de Casemiro. En vrai, c'était un pari, il l'a raté, c'est comme ça, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, avec le recul, c'est quelque chose qui me choque beaucoup moins. Voilà, c'est pas grave qu'il ait fait ce pari-là, qu'il ait compté sur son joueur, qu'il lui ait fait confiance. Voilà, il n'a pas pris des cartons jaunes à tous les matchs non plus, Casemiro. Donc voilà. Mais par contre, il y a des choix qu'il a fait. Tu vois, tu parles de l'entrée de Fred. Moi, elle me gêne pas l'entrée de Fred, pas du tout. Par contre, elle me dérange dans le fait où il rentre à la place d'Anthony. Et c'est la mort de la créativité à ce moment-là. Si tu sors un joueur bah, qui est lié et tu fais rentrer un milieu central, bah, clairement, ce que tu dis, c'est bah, je veux plus gagner le match, je veux juste pas le perdre. Et je pense que c'est la meilleure façon de perdre le match, en fait. De se dire, bah, on veut juste plus le perdre maintenant. Parce que si tu fais un double changement, tu fais sortir Anthony, parce qu'Anthony n'était pas bon, il avait plus sa place sur le terrain, moi je trouve. Mais tu fais un double changement, tu fais sortir Anthony et tu fais sortir McTominay, tu fais rentrer Fred et tu fais rentrer Garnacho. Ou même si tu trouves que défensivement c'est trop léger et tu passes sur une défense à 3, tu vois. Mais moi, je trouve que ce changement-là, ce changement en l'état n'était pas pertinent. L'entrée de Fred, j'ai rien contre son entrée. Juste ce changement-là, à ce moment-là du match, il n'était pas pertinent. Et je trouve en plus que la suite du match bah, donne pas tort là-dedans, étant donné que on n'a pas levé la tête, on n'a pas sorti la tête de l'eau. Et en plus de ça, on a pris un but, tu vois. Donc voilà, il y a d'autres choix aussi. Euh,
Le choix de ne pas faire jouer Malacia, c'est un choix qu'il a fait. Je pense que c'était un bon choix. Parce que Malacia, je ne sais pas s'il aurait pu faire mieux que Shaw. Par contre, ce que je sais, c'est que Shaw aurait pas pu faire mieux que Lisandro Martinez aujourd'hui. Tout Shaw qu'il est et tout ce qu'il nous a envoyé comme très belle performance, mais le match de Lisandro Martinez aujourd'hui est juste magnifique. Dans la construction, tu as besoin de lui, surtout quand le mec qui est derrière lui est juste dégueulasse, immonde dans ce rôle-là. Je parle de Derea, pas de Varane. Et j'ai trouvé la charnière très bonne. Je les trouve très complémentaires les deux. Je pense que il y a un peu des atomes crochus entre les deux et je pense qu'ils s'entendent bien au niveau footballistique. Euh, mais voilà, voilà, en gros, je pense que son match manquait de créativité à Ten Hag. Je, j'aurais bien aimé qu'il nous sorte quelque chose. Petite défense à 3. Enfin, j'en sais rien. Peut-être qu'une défense à 3 c'est une idée de merde, hein, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé qu'il crée quelque chose, tu vois. Et oui, d'accord, c'est pas facile de trouver. Enfin, je pourrais pas vous dire ce que j'aurais préféré qu'il fasse là maintenant, mais je suis pas coach de Manchester United, moi. Je suis juste là pour dire que je pense que c'était un peu une compo de. Au match aller, ça a marché, donc autant continuer comme ça, quoi. C'est un Ap- peu feignant, je trouve. Après, moi, ce que j'ai. Moi, autant les idées de base me dérangent pas, c'est-à-dire que le 11 qu'il envoie à la base me dérange pas. Là, ce qui me dérange, et c'est pas la première fois avec Tanag, c'est peut-être un des rares reproches que j'allais faire, mais c'est que c'est au niveau de ses ajustements, il est peut-être un peu trop. Euh, il est peut-être un peu trop sur la défensive au niveau de ses ajustements. C'est-à-dire que ce soit contre Palace, euh, alors, l'entrée, enfin, je veux dire, c'est pas l'entrée de McTominay qui provoque ça à la place de Weghorst, hein, mais déjà que ton équipe est très attentiste, puisque nos joueurs, nos formidables joueurs, ont l'idée qu'à 1-0, on gère un match. La seule équipe d'Europe à faire ça, hein, c'est inédit. Il n'y a Mais aucun risque de prendre un but. Aucun, ça n'existe pas. pas. Surtout pas une barre entrante d'Olysée qui a mis un coup franc dans cette Mais non, finale. attends, ça Le arrive dernier, jamais ça dans le foot, des égalisations en fin de match, ça n'arrive pas. en fait, normalement, en tant qu'entraîneur, en fait, je trouve qu'il doit pallier à ça. C'est pas un reproche en soi, mais il doit pallier à ça. C'est-à-dire que déjà, ces joueurs sont très attentistes dans leur production, où ils se disent, ils sont en excès, ils sont à 1-0, ils se disent que il peut rien leur arriver, parce qu'effectivement, quand on regarde les prestations des Mateta, des A, des Olysée, euh, il n'y avait rien de bien remuant, malgré les noms, rien de bien remuant. Honnêtement, Wan-Bissaka a dû s'employer une ou deux fois quand même pour nous donner de l'air. Mais je veux dire, Crystal Palace n'a pas été dangereux dans l'absolu. Par contre, mets le 2-0. Après, si tu as envie de jouer en chausson, joue en chausson, mais mets le deuxième. Là, le problème, c'est que les chaussons, on les a mis avant. On était en charentaise à 1-0. Et quand le deuxième te tombe sur la tête à 90e, c'est mort. Et donc, en tant qu'entraîneur, tu peux pas, si tu vois ton équipe attentiste comme ça, essayer de faire bouger les choses. Envoie un joueur qui va aller un peu remuer tout ça. C'est-à-dire, typiquement, si tu fais rentrer quelqu'un comme Alejandro Garnacho, là, à ce moment-là, lui, son idée à lui, c'est juste de rentrer dans les gens, de rentrer dans la tête Jeffrey Schlupp, que sais-je, et d'aller remuer tout ça. Et c'est ce genre d'entrée qui peut permettre aux autres de se dire, ah ok, bah lui il est rentré, regardez, il remue, putain, ce serait con de pas le suivre. Vegas, c'est tout con, Vegas, il est là, il doit se dire, putain, vas-y, regarde Nacho qui est rentré, qui est en train de remuer tout le monde. Putain, mon premier but, je vais le mettre, d'office. Mm. Et c'est comme ça que tu remontes tout. Là, le problème, c'est que non seulement ton équipe ne bouge pas, et toi, tu dis quoi? Bah, j'envoie Bartolini à la place de mon neuf. Le message, c'est-à-dire que tu confortes tes joueurs dans ce qu'ils font. Et moi, c'est là où j'ai un peu un problème avec Tanak, et c'est un peu la même chose. Je vois, c'est là où je te rejoins sur le côté conquérant, que contre Arsenal, c'est la même chose. Tu fais 2-2, tu envoies Fred à la place d'Anthony. Moi, encore une fois, l'entrée de Fred, très pertinente, mais le message, c'est tu confortes. Chaque fois que tu confortes tes joueurs,
Sauf que t'es pas à l'abri. Et on le voit encore. Qui tient une belle de pigeon, on sait pas d'où elle sort. Enfin, il tend sa jambe comme il peut et marque. Et on se fait avoir comme ça. Alors, encore une fois, euh, Arsenal a eu tant de situations que voilà, ils auraient pu nous en mettre deux trois de plus. Ça a été scandaleux au vu des situations. Bah Mais justement, c'est bien qu'il y a quelque chose dans l'approche du match qui n'y allait pas. Parce que euh, je suis d'accord qu'Arsenal est une très belle équipe. Je suis d'accord que, même si ça nous fait mal de le dire, hein, mais je suis d'accord que voilà, cette année, il marche sur l'eau. Arteta, ce qu'il a construit, c'est quand même sympa. Mais je pense pas qu'il y ait un gap si important entre nous, quoi. Ils sont devant, pas de souci, je l'accepte, c'est bon, c'est pas grave. Mais pas à ce point-là, pas au point où tout le match, moi personnellement, je me suis dit, à tout moment, ils se réveillent, ils nous en mettent 4. hmm, Ce que j'avais pronostiqué, là, j'ai fait un clip que j'ai mis sur Twitter, vu que je suis quelqu'un de très intelligent, j'avais pronostiqué 3-0 et j'ai la bonne idée de dire, oh tiens, ça va faire marrer tout le monde. Bah ouais, ça va faire marrer tout le monde, surtout les Gunners maintenant. mais en fait, en Mais fait, en fait, cette physionomie-là, eh ben, dès que le match a commencé, je me suis dit, en fait, à tout moment, c'est nous. On est arrivé, on s'est dit, peut-être qu'on va rivaliser avec le premier. On va prendre un but, on en prend 4 derrière. Et j'ai eu cette peur tout le long. Et je pense qu'on vaut mieux que ça. je suis d'accord. D'accord. Après, je vois où tu veux en venir. Effectivement, après, c'est des choses qui reviennent comment dire, de match en match. C'est la gestion de nos temps faibles. C'est-à-dire que quand on a des temps faibles, et c'est pas nouveau, hein, sous Olé, c'était déjà le cas, sous Mourinho aussi, quand on a des temps faibles, on a des temps faibles, très faibles. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui ont des temps faibles qui vont être un peu sous l'eau, mais qui vont concéder une ou deux situations très chaudes. Nous, en temps faible de 6 minutes, on peut prendre l'eau, mais totale, et concéder 5 énormes occasions, solliciter des ré à 3 fois, le poteau une fois, enfin, typiquement, hein, le poteau de Saka, enfin, la parade de Derré à Nketiah, enfin, Mais on peut enchaîner. la différence qu'on a vue, que ce soit contre Palace ou contre Arsenal, je trouve que c'est deux matchs qui se ressemblent un peu à ce niveau-là, c'est-à-dire que sous Ten Hag, c'est nouveau, cette gestion des temps faibles et des temps forts qui est très mauvaise. C'est-à-dire que euh, jusqu'à maintenant, là, depuis le retour de la Coupe du Monde, un temps faible, tu encaissais pas, un temps fort, t'en mettais trois. Et là, contre Palace, ben, temps fort qui a duré 80 minutes, on a mis un seul but. Et temps faible qui a duré, je ne crois même pas qu'il y a vraiment eu de temps faible, quoi. Mais on a pris un but sur une demi-occasion. Et là, aujourd'hui, bah, c'est pareil. À chaque fois que Arsenal a accéléré, ils nous ont mis un but. Nos temps forts, on les a assez bien gérés. Enfin, non, en fait, non. Je trouve pas qu'on ait vraiment eu de temps fort dans ce match, quoi. C'est ce que j'allais dire. En Ouais. fait, moi, ce que je trouve, ce qui ressort des deux matchs-là, les Français, ils sont un peu à part, ils sont un peu suspendus dans le temps, c'est que euh, contre Palace, tu vois, on n'a pas réellement de temps faible. Parce qu'on a une grosse occasion de mémoire, c'est Hudson-Edouard, la frappe claquée par Derrea Ouais. et, et le coup franc d'Olysée, c'est tout. Sinon, en dehors de ça, il y a absolument. C'est-à-dire que même quand Crystal Palace daigne mettre un peu le pied sur le ballon, il se passe absolument rien. Mais en revanche, on n'a pas plus de temps fort que ça. Le seul temps fort, il s'est concrétisé avec le but. Mais sinon, en dehors de ça, on n'a rien. Parce qu'on a essayé de jouer la première demi-heure, et à côté de ça, encore une fois, on a joué en chausson. Et on était en totale gestion, on n'a pas cherché le temps fort. On n'a pas eu le temps faible, donc ok. Et c'est justement ça, là où, encore une fois, il faut en revenir à Ten conforte ses joueurs dans les gars, les mecs n'ont pas eu une occasion, jamais de la vie on va prendre un but. Ben voilà. Et contre Arsenal, euh, je trouve qu'on a eu un temps faible presque global. Le temps fort, on en a eu, mais c'était très. On n'a pas eu de temps fort, pour moi, on a eu des séquences. Bon, on a un peu sorti la tête de l'eau après notre premier but jusqu'à leur but. Bon, ça n'a pas duré C'est bien ça, longtemps, ça je suis d'accord. Ça, je mais suis d'accord. on a eu un moment de mieux où moi je me suis dit, peut-être que là on est parti.
Mais Ça, je suis d'accord. après, Mais bon. enfin, voilà. Parce qu'en plus, Arsenal étant réputé pour ses entames de match, de venir mettre un coup sur la... Moi, j'ai été assez surpris de ça d'ailleurs, mettre un coup sur la tête avec l'ouverture du score, alors que c'est généralement des périodes qui profitent à Arsenal, c'est-à-dire que les premiers quarts d'heure, première et deuxième mi-temps, ce sont des moments où Arsenal euh, plante vraiment leurs adversaires. C'est vraiment les moments où ils mettent des Bah, coups de massue. dans le jeu, ils nous sont rentrés dans la gueule dès le début, hein. Moi, j'ai vu les 5 premières Et minutes. hein, voilà, mais on prend pas de but. Ouais, par contre, on n'a pas pris de but et on en met un derrière. Et c'est là où moi je me dis, ah, ça c'est fort quand même. Ouais. Ça laisse quand même de venir capitaliser sur un, un instant comme ça, une interception de Rashford, Ericsson le remet, tac, le crochet instantané et derrière il prend sa but. Ouais. Et là, ok. Et ça, j'ai trouvé ça super carré. Par contre, on l'a pas retrouvé dans le match. Ouais. On l'a pas retrouvé au-delà de ce que tu disais, peut-être les 20-25 premières minutes. Passer ça, ça a été beaucoup plus compliqué la deuxième mi-temps. Enfin, je veux dire, la deuxième mi-temps, elle est à sens unique. On égalise. Mais Bien, c'est presque anecdotique, c'est sur un fait de jeu. Enfin, c'est autant notre premier but, il est beau. Bah, Rashford fait un beau marque un beau but. On est sur une phase où on commence un petit peu à sortir, à proposer quelque chose. Donc c'est un but qui s'inscrit dans une certaine logique, tu vois. On revient dans le match et tout. Autant le deuxième but, enfin voilà, ouais, vraiment. c'est du Lisandro Martinez, hein, c'est tout à l'état d'esprit, tout, tout dans le Partie, caleçon et voilà, hein, et puis voilà. partie de Ramsdale n'est pas fameuse. Ouais, Enfin, voilà, et du coup, lui, il enchaîne. Voilà. c'est ça. Mais après, c'est vrai que moi, ça me fait bizarre quand même de parler d'Arsenal comme ça. C'est. Enfin, on se le disait un peu. Arsenal, c'est sans manquer de respect. Mais enfin, moi, j'ai grandi dans une mentale où Arsenal, c'est le petit, en quelque sorte. Où, voilà, euh, moi, c'est une rivalité que j'adore. Honnêtement, enfin, c'est un affrontement que j'adore. C'est-à-dire que Arsenal, il y a beau y avoir Liverpool, il y avoir City, on me dira ce qu'on voudra, mais Manchester Arsenal, j'adore ça. Peut-être parce que en France, on a aussi on a beaucoup de gens qui sont pour Arsenal. Et donc, moi, je sais que j'ai des amis très proches qui sont pour eux, et du coup, moi, j'adore ces matchs-là. Puis on J'adore avait ça. les montages de téléfoot aussi. Et si, aussi. Ça a aidé aussi, hein. C'est vrai, et du coup, moi, j'adore ça. Mm. J'adore ces confrontations-là. Euh, mais genre, Arsenal, moi j'ai toujours grandi dans cet esprit où t'as les déclats d'Evra, t'as le 8-2 de 2011, voilà, t'as tous ces trucs-là, t'as Jesse Lingard qui vient danser chez eux, voilà, t'as tout plein d'événements comme ça par-ci par-là. Et mine de rien, là c'est pas la première fois qu'on va perdre là-bas, parce que pas plus tard qu'en avril dernier, je crois, c'était avril, on va là-bas, on se fait démolir, il y a juste Ronaldo comme les deux, de mémoire. Mais c'est pas la première fois qu'on perd là-bas. Par contre, c'est la première fois où je les regarde et je me dis, putain, il y a quand même un écart entre nous et eux. Sur le terrain, il y a un écart entre les deux et Et moi, non pas que je l'ai pas vu venir. Je les voyais jouer le titre cette saison, mais pas à ce point-là. Euh, moi, moi j'ai voulu top 3 parce que au vu de la manière dont ça finit très fort. ouais, ouais. Enfin, derrière super, donc moi je m'étais dit cette saison c'est un top 3 obligatoire, même pour eux. Mais alors de là aller voir candidat au titre, c'est quand même quelque chose. Enfin, je te l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, aller-retour, on n'a pas joué tout le monde encore, mais c'est l'équipe qui m'a fait l'impression la plus forte, et je crois qu'il n'y a pas une équipe qui me ferait une impression plus forte aller-retour que, que Arsenal. C'est une vraie, et tu vois, c'est peut-être même plus fort que le 6-3 à lui seul, parce que le 6-3 c'était un délire complet. Et puis on perd pied. On déconne, Les faits de jeu sont tous contre nous. Enfin, je veux dire, t'as Varane qui se blesse et sur le coup franc, tu prends le premier but. Enfin, tu vois, je veux dire, on déconnecte, on prend l'eau. ouais, Point. c'est le scénario où t'es censé t'en prendre beaucoup d'un coup, quoi. Enfin, c'est. Là, aller-retour, il n'y a pas de déconnexion. On Mm. gagne la point.
alors que dans le jeu, après, voilà, chacun aura son appréciation, etc. Mais je trouve que dans le jeu, Arsenal nous avait été supérieur à l'aller. On a été clinique en transition, on les a démolis là-dessus. Et On là, avait sur le été match, bon défensivement aussi. On n'a pas fait les erreurs qu'on a fait aujourd'hui. Ten Hag, il a mis beaucoup l'accent là-dessus sur les déclarations d'après-match. Je ne sais pas si tu as vu. Il a beaucoup dit qu'il était très énervé parce qu'on prend des buts qu'on n'est plus censé prendre. plus Alors, censé prendre, lui, il a c'est dit vrai. qu'on n'est pas censé prendre parce qu'il n'a pas connu le Manchester de l'époque. Mais nous, c'est nous, c'est autre chose. Mais Et juste pour revenir 2 secondes à Ten Hag, moi j'ai l'impression aussi, tu vois, et ça fait écho sur un peu sur notre niveau, tu vois, on parlait de l'effectif d'Arsenal, leur niveau, il y a le nôtre aussi. J'ai quand même l'impression il doit avoir peur d'être, tu vois, tu sais, un peu l'image, c'est quelqu'un qui est sur une poudrière et une étincelle qui part n'importe où et tout explose. Il a des joueurs qui sont pas suffisamment bons. Enfin, Casemiro qui est pas là, Wan-Bissaka, tu sais pas s'il va pas retomber dans ses travers, Shaw, tu sais pas s'il va pas refaire une saison merdique, tu vois, enfin, Bruno, tu sais pas s'il va pas repasser une période où il est nul, Rashford, c'est pareil, tu sais pas si c'est pas juste une grosse période de lui, puis après il va redevenir nul. Tu vois, enfin, on a quand même une équipe qui tourne très bien depuis le retour de la Coupe du Monde, mais ça se joue à peu. Ça joue à un Casemiro, à un Rashford, à un Lisandro Martinez. Je veux dire, dans cette équipe, Rashford n'est pas en forme, t'en fais rien. Parce que t'as personne pour marquer. Donc tu vas continuer d'attaquer, d'attaquer et te dire, j'y arrive pas et comment, te décourager et finir par prendre des buts de merde. On a déjà connu ce Manchester-là qui n'était pas mauvais dans le jeu, mais qui prenait des buts contre le cours du jeu et qui finissait la tête dans le seau, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que Ten Hag, c'est peut-être une explication à ce manque de fun, tu vois. C'est-à-dire que trop de fun et peut-être qu'il va détruire un espèce d'équilibre qu'il a réussi à trouver en attendant que Dubaï nous rachète et qu'il puisse acheter 8 joueurs cet été. Mais tu vois, là, on le voit, on le savait en plus. Enfin, je veux dire, nos réactions paniquées quand on a su que Casemiro jouerait pas, elles parlent pour ça, quoi. On savait très bien que l'équilibre, il se joue à Casemiro, que notre qualité offensive, elle se joue à Rashford, que notre solidité défensive, on a un peu plus de garantie à ce niveau-là. Il a réussi quand même avec le système et tout ça à créer quelque chose. Et puis, Soldier avait déjà quand même pas trop mal réussi à nous rendre bons défensivement. C'est quand même une assurance qu'on a depuis quelques années, c'est que la défense, globalement, elle va bien. Mais sur le reste, t'es à rien du tout, quoi. Au milieu, t'es à une blessure de Casemiro de 3-4 mois et tu t'accroches pour le top 4. Hein. Tu parles plus de troisième ou deuxième place et encore moins de titres. Parce que, on va le dire maintenant, apparemment, on joue plus le titre. non, mais ça c'est incroyable. La course au titre de 7 jours. Waouh! Alors, je ne l'avais pas anticipé du tout. Mais alors, le dimanche, peut-être que on peut jouer le titre si, jusqu'à la 89e minute contre Crystal Palace, dans notre, dans notre esprit. On mettait une pression folle à Arsenal. Dimanche 22h, on était là à mal parler d'Arsenal. En disant, c'est ça votre candidat. On arrive. Et ben regardez, on est dimanche soir, on ne joue pas. On ne joue plus rien. On joue plus On le titre. joue, on joue 3 compétitions sérieusement quand même. Ah bah, c'est pour ça que c'est Ouais, pour ça que mais oui. je joue plus le titre parce que après, enfin, voilà, on peut embarquer là-dessus, mais tu, on parlait d'Arsenal. Est-ce qu'on Arsenal, pourrait, et tu vas pouvoir me répondre avec la suite, est-ce qu'on aurait pu jouer le titre si on jouait que le championnat, comme Arsenal? Ou est-ce que ils jouent, Arsenal est vraiment trop supérieur? ils jouent l'Europa League, les mecs. Alors à voir comment avec l'Eurocup l'Europa League ce que ça va donner, mais honnêtement, même si on joue que le championnat, Mais nous, euh, l'Europa League, c'est pas un problème, parce qu'on la joue le 14 février. C'est les coupes là qui nous ont rajouté du. vrai aussi.
Mais si on joue que le championnat, est-ce que tu arrives avec une équipe plus fraîche? Oui. Maintenant, je pense pas que ça tienne à ça. Honnêtement, je pense pas que ça tienne à ça. C'est-à-dire que je sais pas, il y a combien de points d'écart maintenant entre eux et nous, mais Je crois qu'ils sont passés à 10, un truc comme ça, je ils te dis soient, ça tout de ils soient suite. 50, on est à 39. Je crois, on est à 11 points. Je crois que ça doit être ça. On est à 11 points. Ouais, c'est Et ça. les 11 Et ils points, ont un match en moins, hein. et un match en moins. Ils sont potentiellement à 14. Bah oui, parce qu'il fallait pas les faire jouer en milieu de semaine. Ils seraient trop fatigués pour jouer contre nous après. Mais les 11 points, pour moi, ils tiennent pas à ça. Ils tiennent pas à ça. C'est-à-dire que, bon, euh, Ten Hag est dans l'an 1 de son projet, là où Arteta est passé par bien des galères. Il revient d'extrêmement loin, que ce soit Arsenal en tant que tel, ou même lui, en tant qu'entraîneur, il revient de très très loin. Et Parce que Arteta était pas beaucoup plus à plaindre que Ten Hag. Enfin, je veux dire, Ten Hag, ce qu'il fait avec cette équipe de Manchester, c'est quelque chose quand même. oui, mais totalement. Et que Arteta développe depuis, prend la saison dernière en compte, même si je trouve que c'est surtout la deuxième partie de saison, les mecs, où vraiment tout est acquis, où vraiment tout le monde a compris son rôle, tout le monde a vraiment compris son rôle, et c'est ce que je trouve. En fait, c'est là l'avance qu'a Arteta sur Ten Hag, c'est que Arteta, aujourd'hui, ce sont ses joueurs. L'intégralité du groupe, ce sont ses joueurs. C'est-à-dire qu'il compte, il repose sur 18 joueurs. Les 18 joueurs sont les siens. Il n'a pas de joueur imposé, il n'a pas de joueur qui était là de base et qu'il n'a pas encore évacué. Les 18 joueurs sont les siens. Il n'y a plus de Kolasinac, Nuno Tavares il est parti en prêt, il n'y a plus de Mustafi, il n'y a plus de Socratis, il n'y a plus de Paras. Tenag n'en est pas encore là. Et moi, je trouve que Tenag, justement, ça, ce que Tenag fait actuellement, c'est-à-dire être quatrième à égalité avec Newcastle, euh, et avoir une marge sur le cinquième, parce que être quatrième c'est une chose, mais il a 6 points d'avance sur Tottenham. Et ce qu'on peut voir aussi, au-delà du comptable, ce que l'on peut voir, c'est encourageant parce que on se dit que justement quand il aura évacué tout ce dont il ne veut plus, il a déjà commencé avec un certain numéro 7. On peut imaginer qu'il continuera sur d'autres secteurs, que ce soit la défense, que ce soit potentiellement au niveau du gardien, et qu'il aura des joueurs d'une acquis à sa cause et à celle de Manchester United, et de deux qui rentrent totalement dans son plan de jeu. Et bah à ce moment-là, on pourra espérer euh, quelque chose comme ce qu'Arteta est en train de mettre sur pied avec Arsenal. Maintenant, voilà, moi, encore une fois, ça me fait extrêmement bizarre de parler d'Arsenal comme ça, Mm. parce que, comme je disais, voilà, mais ça me fait extrêmement bizarre de parler d'Arsenal comme ça, mais clairement, euh, Arsenal, des, Arsenal prend des matchs cette saison qui ne prenaient pas en cours de ces 8, 9, 10 dernières années. Et à nous aussi de rentrer, d'emboîter le pas. Et voilà, parce que je pense que l'écart peut être, enfin, de base, l'écart peut être réduit très facilement avec Arsenal. Ouais. Moi, je suis On peut, d'accord. Déjà, un gardien qui sait jouer au pied, déjà, ça nous ferait beaucoup de bien. l'écart peut être très réduit, enfin, très facilement réduit. Et parce que ce que fait Arteta, certes, il a des joueurs qui surperforment, mais pour moi, ça ressemble pas à Leicester 2016. C'est-à-dire que ça ressemble pas à du one shot. Il y a quelque chose qui est suffisamment solide pour ensuite embrayer sur quelque chose de continu. C'est-à-dire que continuer à porter de la force dans ton groupe et ensuite aller dans cette idée, dans cette logique de ok, il faut qu'on se devienne régulier à très haut niveau, il faut qu'on ne se laisse pas dépasser par euh, le déclin de X, l'envie de Y, et continuer toujours de poursuivre. Mais Après, moi, Arsenal, je trouve juste que
ça manque de très grande qualité. Il y a C'est des, ce que, il y a c'est ce que j'allais. beaucoup de joueurs de qualité, mais tu manques de deux ou trois joueurs où tu te dis, après, ça peut jouer à Saka qui a un déclic et qui devient Salah, hein, mais moi, je pense que ça manque juste de ça pour que tu dises que. Parce que je suis pas sûr que demain, imaginons Manchester United revient au top, City euh, reste sur ses standards qui Et sont pas très loin, Liverpool revient au top, et Chelsea, je vois pas Arsenal survivre à ça en l'état actuel des choses. Ils vont ouais. continuer à être le Arsenal, on a du beau jeu, on a un plus beau jeu que tout le monde. Ils vont continuer d'être le Arsenal de on méritait de gagner le championnat, mais ils seront pas le Arsenal, on a tout brisé, tu vois. C'est pour ça que c'est pour ça que l'avance d'Arsenal sur nous repose sur l'avance d'Arteta sur Ten Hag. Ouais. J'ai encore tendance à penser, même si euh, les performances peuvent nous faire penser autrement, mais j'ai encore tendance à penser que sur le papier, on parle sur le papier, on a quand même euh, un meilleur 11 déjà, et possiblement plus de profondeur, même si on n'a pas une profondeur folle. Mais je veux dire, tu prends des cas comme Edin Ketia, tu prends un cas comme le sien, c'est un jeune joueur euh, très prometteur, mais Arteta le bonifie totalement. Arteta, il a transformé le joueur. Odegaard, c'est un joueur splendide à la Real Sociedad, mais le déclic qu'il y a eu, parce que c'est le premier prêt à Arsenal sur 6 mois, on sent qu'il y a quelque chose et qu'il faut prolonger cette Bon, on histoire-là. sent qu'il a quelque chose depuis qu'il a 16 ans, le garçon, en même temps. C'est ça. Mais le moment où il pète vraiment, c'est là. Ouais. Arteta, il bonifie vraiment des joueurs. Bukayo Saka, c'est exactement ça. C'est dans la même lignée. Saka, c'est un joueur d'Arteta. Mm. Claire, on est là-dessus. Martinelli, c'est pareil. C'est- et voilà, et je trouve que Ten Hag aura peut-être euh, aura la possibilité peut-être d'emmener certains joueurs plus haut. Oui. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, c'est là où il y a beaucoup de virages qu'on va devoir ne pas manquer si justement on veut prétendre à vivre ces choses-là. Mais si on négocie tout parfaitement, à commencer par la vente du club, euh, ça peut être ultra encourageant parce que ce que Tenac fait là, euh, parce qu'au final, on voit tout de suite qui va faire partie du projet, qui n'en fait pas partie. Typiquement en défense centrale, on a compris ce qui se passait. Ouais. Euh, le capitaine, c'est comme sur FM, quand tu mets le mec, tu le laisses capitaine, pas qu'il rage, mais le mec joue pas un match. Donc c'est le vice-capitaine qui a tout le temps le brassard. Mm. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc je pense que Maguire, on n'est pas en interne, mais Maguire, le message qui est envoyé là, c'est cet été, mon coco, trouve-toi un club. Bah ouais. Trouve quelqu'un qui. Et il n'aura pas de mal. Honnêtement, il n'aura pas de mal. Il est resté un défenseur. Quoi qu'on en dise, les gens pourront dire ce qu'ils voudront sur Maguire, pardon. Mais c'est un joueur référencé. Il trouvera. Mais Mais je pense pas qu'il y ait un joueur à Manchester United qui n'ait pas le niveau Premier League actuellement. Je pense que, tu vois, genre Scott McTominay, moi je pense que demain, s'il va en Premier League, ce sera un très bon joueur. il trouvera. Et non seulement il trouvera preneur, et en plus, je pense pas qu'il fera tâche. Ce sera dans un autre style de jeu et ce sera peut-être quelque chose qui lui conviendra le plus. Parce que ce sont des joueurs qui ne sont pas euh, destinés à jouer dans une équipe qui est vouée à tenir le ballon sur la durée, qui est vouée à jouer les premiers rôles. C'est tout. Et Mm. c'est pas injure que de dire ça. C'est ça. Mm. Carrément. Bon, ça nous fait déjà une belle vidéo. Juste, et on finira là-dessus, parce qu'on est à 39 minutes là. Euh, la suite, tu la vois comment? Est-ce que il faut qu'on se concentre sur les coupes pour gagner quelque chose et essayer de gérer notre avance sur Tottenham, quitte à finir quatrième et se cogner un barrage à la con que personne veut, mais ou est-ce que
on continue comme on fait depuis le début, c'est-à-dire on prend les matchs un après les autres et on voit bien où ça nous emmène. Idéalement, finir 3 plutôt que 4, c'est tout bête, hein, parce que bah oui, c'est juste que esquives un barrage, mais un barrage que t'es voué à gagner. Enfin, t'es un minimum présent, si tu réponds un minimum présent, le barrage t'es censé le passer. Mm. Mais troisième, c'est tout bête. Ça veut peut-être. Moi je sais qu'à titre perso ça veut dire quelque chose. Finir troisième, podium, c'est déjà une première pierre. Puis Quatrième, t'es pas en Ligue, quatrième, t'es pas en Ligue des Champions par un concours de circonstances. Quatrième, rescapé. ça veut dire genre Chelsea, s'ils avaient été au niveau, tu serais pas, ou tu vois. Puis, Quatrième, ça fait vraiment rescapé. ouais, Ça fait vraiment. je suis d'accord. Voilà. C'est le repêché. Le quatrième, je le vois comme le Ouais. repêché, c'est pour ça qu'il se bouffe un barrage derrière. Troisième, ça veut dire quelque chose quand même, et ça reflèterait bien ce que montre jusque-là. Moi, je vais te dire honnêtement, mes attentes sont pas folles. Si on fait top 3 déjà, moins qu'on gagne aucune coupe, évidemment, si tu valides avec un trophée à côté, c'est génial, parce que tu mets une première pierre, et tu mets une première pièce. Mais euh, moi, on en avait déjà discuté ensemble, entre le monde de l'académie, etc., mais moi, en début de saison, j'avais dit cinquième, et victoire en Europa League. Et c'est comme si moi j'avais dit qu'on est en Ligue des Champions via l'Europa League, pas via le championnat, parce que j'y croyais absolument pas. Mais j'avais pas prévu Liverpool entre autres. Mais moi je me voyais cinquième. Je me voyais pas du tout dans cette histoire. Je me voyais même pas dans la course au titre pour une semaine. Donc C'est déjà du bonus. tu vois déjà On a pris une semaine de bonus. d'avoir pu y croire là, d'avoir pu avoir un micro espoir ridicule, c'est déjà quelque chose parce Ouais. que à titre perso, vu, il faut pas oublier ça. C'est vrai qu'on a des exigences envers Ten Hag, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que faut pas oublier d'où on part. Ten Hag, quel groupe il récupère, dans quel état. Faut se souvenir de la saison dernière. Une Des équipe cartes. traumatisée. On prend 2-0 à l'aller contre City, on doit en prendre 24. On en prend 5 contre Liverpool parce que eux ils avaient juste décidé de nous faire mal. C'est catastrophique. Faut On se en prend souvenir. 4 contre Watford. On en prend 4 contre Watford. Oh, Emmanuel Denis et tout ça. C'est horrible. Faut se souvenir d'où on vient. Et en vrai, c'est pour ça que j'ai de l'indulgence aussi pour Ten Hag, parce que il a déjà réussi à changer en un laps de temps très court d'une équipe sur une équipe aussi malade, parce que la majorité de son rôle, c'est des joueurs qui étaient là. Après, il a rajouté ses pièces, qui étaient fabuleuses, mais il y a beaucoup de joueurs qui étaient là, qui ont vécu le marasme de la saison dernière et qui, aujourd'hui, répondent présent. Mais Donc, tu sais qu'il y a un moi, danger pour lui, hein, pour Ten Hag. Il y a un danger qu'on n'a pas encore identifié. C'est la vente du club. Ça peut être magnifique pour lui, mais ça peut aussi lui coûter sa place. Parce que t'es pas à l'abri qu'il y en ait un qui vienne avec ses idées et qui se dise moi je veux Zidane ou moi je veux Tourelle ou bah d'ailleurs Tourelle c'est ce qui lui a coûté sa place aussi hein, le proprio. C'est moi aussi je suis très optimiste pour l'avenir, mais je me dis attention, apprends à travailler avec tes futurs employeurs parce que si en fait, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir une idée très claire de ce qu'il veut. Et dans ce Manchester qui ne sait pas où il va, c'est très bien. Mais avec un propriétaire qui sait où il va, ça peut faire mal pour lui. C'est un truc qu'on n'a pas encore réfléchi. Et j'y ai pensé là en parlant. C'est un truc qu'on n'a pas encore pensé. C'est vraiment ça. C'est vraiment Ten Hag. C'est un danger pour lui. Tu as des coachs qui sont très bien, mais leur président en veut plus comme ça, gratuit. Voilà. Euh, Ancelotti, quand il se fait virer la première fois du Real Madrid, c'est absolument pas mérité. Mais il se fait virer. Et il lui ramène Benitez à la place, tu vois. en plus, Donc, tu vois. Non, mais c'est. Donc, moi, je suis très confiant, je suis très optimiste. Et je pense que avec des joueurs qu'il aura emmené lui, tu vois. Enfin, il aura viré quelques bois morts, il aura emmené quelques joueurs qui vont aller dans son système, etc. Parce qu'on parlait de Arteta. Arteta, il n'a pas de très très bons joueurs, mais il a que des joueurs qui vont, tu vois, qui vont pouvoir jouer comme.
clairement, Ramsdale, c'est pas le gardien parfait, même si moi j'adore ce gardien personnellement, mais il joue comme il a besoin qu'il joue. C'est pas un gardien qui va balancer devant comme nous on a et qui va rendre 5 ou 6 ballons à l'adversaire par match. Et 5 ou c'est 6. des joueurs interchangeables avec des talents plus ou moins affirmés. Et ce sont des joueurs interchangeables. C'est-à-dire que le moment où il met pas, il a pas Gabriel Jesus et qu'il met Edin Ketia, bah ok, c'est un mec qui va rentrer dans le système et ça va cliquer tout de suite. Il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de on recommence un truc parce que on n'a pas X. Tu vois, c'est comme là, nous, on n'a pas du Casemiro, mais McTominay, ça change tout. Parce Mm. que c'est une question de niveau, c'est une question de qu'est-ce que lui est capable de faire. Est-ce que McTominay est capable de faire du Casemiro en moins bien? Non. Mm. Bah voilà, bah ça change tout. Ça change tout. Et c'est ça en fait, ce sera le plus important, ce qui sera charnière aussi pour Ten Hag. Le truc c'est que dans un premier temps, il y a des trous à combler dans le 11, mais après dans ta quête de profondeur, c'est ça aussi, c'est d'identifier et de se dire, bah lui j'ai déjà tel ou tel joueur dans mon équipe qui peut rentrer, qui peut intégrer ce que je veux, mais voilà, pour de la rotation, il me faudrait X ou Y, qui Mm. me permettrait aussi de faire la même chose que un Casemiro, un Bruno Fernandes ou un Rashford, en moins fort certes, mais demain j'en ai un qui me manque, je sais tout de suite qui j'envoie, je réfléchis même pas. Mm. Je bricole. Bon, on est à 46 minutes. La vidéo a beaucoup duré, mais c'était cool. C'est un numéro exceptionnel. On Voilà. reviendra à des formats plus classiques après. Je C'est suis ça. désolé, C'est un c'est moi, hors-série. c'est moi ma parole. Désolé. Non, mais avec plaisir, hein. Et puis si ça me gênait, je t'aurais coupé. Donc, donc il n'y a pas de souci. Puis on va pas la retourner, la vidéo, on va rester là-dessus, c'est très bien. Euh, il est déjà minuit 10. Là, la vidéo, le temps qu'elle se mette et tout, il va être 1h du matin. Donc, donc c'est très bien. Merci à tous de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas. Alors, je reviens sur la vidéo contre Palace. Si c'est juste le sujet qui n'a pas plu, ok, il n'y a pas de souci. Si par contre il y a des réels problèmes, n'hésitez pas à nous le dire, à nous faire des retours, à nous dire bon bah voilà, moi ça me plaît pas, moi ça me plaît. Enfin voilà, bref, n'hésitez pas à nous dire qu'on puisse s'améliorer, qu'on puisse faire les choses mieux. Si vous vouliez plus de Grigny, il fallait le dire. Ça ne sert à rien de ne pas regarder la vidéo. Non, il n'est pas là, mais les absents ont toujours tort, c'est pour ça. Non, mais voilà. En tout cas, on se retrouve dès demain soir pour le live sur Twitch. Donc, soyez là sur Twitch, on va pouvoir un peu échanger à propos de la vidéo, à propos du match d'aujourd'hui, à propos de ce qui arrive. C'est un format beaucoup plus cool, freestyle, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on prend le temps qu'il nous faut. Donc n'hésitez pas à venir dessus et nous on sera vraiment disponible pour le chat à 200% quoi. Donc voilà, bonne soirée à tous, prenez soin de vous et salut. Salut Nelson, merci d'être venu. Ciao. Ciao. Non, avec grand plaisir. Et quand vous voulez. Allez, ciao. Ciao.